Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Quand on pense aux troubles du comportement alimentaire, les images qui viennent en tête sont souvent les mêmes. On va penser à l'anorexie, à la boulimie, à l'hyperphagie, des pathologies qui sont reconnues, diagnostiquées et qui relèvent du suivi médical et psychologique. En quelque sorte, ce sont, si je puis dire, un peu l'extrême d'un spectre, l'extrême d'une relation biaisée à l'alimentation. Mais entre cet extrême-là et une relation parfaitement apaisée avec la nourriture, il y a finalement tout un espace. Ces petits déséquilibres du quotidien qu'on ne nomme pas forcément, cette façon qu'on peut avoir de se juger sur ce qu'on mange, de culpabiliser quand on craque, de se fixer aussi des règles de plus en plus strictes. Et ces mécanismes-là, on ne les appelle pas toujours alimentation émotionnelle. Mais qu'est-ce que c'est finalement, ces mécanismes-là? Et à partir de quand on considère que c'est de l'alimentation émotionnelle? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment, vous qui avez cherché, éliminé, testé, recommencé pour tenter de comprendre ce qui se passe dans votre ventre, je pense que cet épisode va vraiment résonner d'une façon un peu particulière et vous allez comprendre pas mal de choses. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Rojon, qui est psychopraticienne spécialisée en alimentation émotionnelle. Et c'est d'ailleurs auprès de toi, Julie, que je me suis formée sur ce sujet. Avant qu'on commence, je rappelle quand même que dans cet épisode, on ne va pas parler des pathologies qui relèvent vraiment du suivi médical et psychologique, donc un petit disclaimer. Mais si vous vous reconnaissez dans ces comportements-là qui vous préoccupent, si vous avez des doutes, vraiment, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de Bonjour Cécile t'accueillir. et merci beaucoup. Je suis absolument, ravie d'être là, à ton micro. Ravie, plaisir partagé. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, comment tu es arrivée à t'intéresser à l'alimentation émotionnelle? Alors c'est une question que je trouve toujours assez difficile de répondre et de pouvoir se présenter. Je sais jamais par quel bout prendre cette question. Là, je vais le prendre par le fil de l'alimentation émotionnelle. Alors, moi, j'ai souffert de ma relation à l'alimentation pendant des années. Ça a commencé assez tôt, comme pas mal de personnes d'ailleurs, hein. À la puberté, il y a des changements dans le corps, une pression, sociétale sur le corps, des remarques de l'entourage qui ont généré une sorte d'insatisfaction, corporelle, qui m'a amenée à avoir des stratégies de compensation vis-à-vis de la nourriture et d'enclencher un cercle de souffrance et de me rendre compte aussi que, bien, la nourriture, elle me permettait d'anesthésier cette souffrance et c'est là où on peut parler d'alimentation émotionnelle. Mmh. Mon parcours de vie, il a été assez difficile avec la nourriture puisque j'ai consulté pas mal de praticiens de santé, de professionnels en cherchant des solutions et finalement personne n'avait, alors on n'a pas de solution toute faite bien évidemment, mais en tout cas personne n'avait, les connaissances et les compétences dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Alors ça peut s'expliquer aussi parce que, bah, il y a 20 ans, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les mêmes connaissances, les accompagnements étaient pas, détaillés de la même manière et finalement, ben, j'ai dû faire mon petit bonhomme de chemin et à chaque praticien de santé que je rencontrais, ben, j'avais peut-être quand même une brique de compréhension, une pièce du puzzle et tout ça, bah, je l'ai assemblé toute seule. Donc, il y a 10 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier et de me reconvertir parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas mon premier métier et ma première étape de reconversion a été la naturopathie. Donc je me suis formée à la naturopathie avec cette idée que, si on remet du vivant dans le corps, si on s'occupe de notre microbiote, si, on rajoute des choses dans notre assiette et bien peut-être que on va couper une partie des pulsions, une partie de notre rapport à l'alimentation qui nous fait souffrir puisqu'on enlève toutes les causes qui peuvent être physiologiques, biologiques. On Mmh. pourrait après appeler ça aujourd'hui de la psychonutrition et puis, ben, je me suis vite aussi rendu compte que ces connaissances, ces compétences étaient aussi assez restrictives puisqu'on omettait les émotions,
très important dans l'alimentation émotionnelle, tout ce qui était, cognitif, psychologique et petit à petit donc j'ai raccroché moi plein de formations, plein de wagons pour créer un accompagnement qui est, aujourd'hui, vraiment dédié à l'alimentation émotionnelle. J'ai écrit un livre, j'ai un podcast sur le sujet, qui s'appelle En cas de tracas dans lequel j'ai eu le plaisir de te recevoir. S'il y a des voilà, des auditoristes qui ont envie, d'aller l'écouter, il a eu beaucoup de succès. Et puis, de former aujourd'hui aussi des personnes, à ces sujets-là et je te remercie pour ta confiance d'avoir, suivi ma formation puisque, ben, voilà, le constat, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées sur ce sujet-là, mais pas assez, en comparaison avec, le nombre de personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation. Mmh. Voilà, je me suis peut-être un peu égarée, Non, vis-à-vis de non, ta question. c'était parfait, mais je partage vraiment, ta vision, hein, de l'alimentation et de, en fait, parfois quand il y a un rapport biaisé à l'alimentation, on en a parlé aussi dans l'épisode sur En cas de tracas, mais ça peut être, parfois des carences ou un déséquilibre dans l'assiette au niveau nutritionnel aussi, mais souvent il y a pas que ça, mais ça aide en tout cas. Donc je partage vraiment cette vision, globale que tu as. Mmh. Merci pour ce parcours qui est hyper riche et merci aussi de aujourd'hui, être la voix, une des voix en tout cas en France qui parle de ça, de l'alimentation émotionnelle et comme tu disais, il y a pas encore assez de personnes, pas encore assez de praticiens non plus qui sont sensibilisés à ça et pourtant c'est très important. Moi, même si j'accompagne pas spécifiquement sur, on va dire sur, l'alimentation émotionnelle, je rencontre beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette problématique-là et c'est important d'être sensibilisé à ça, pour savoir ce qu'on peut faire ou pas et cetera. Donc on va parler de tout ça. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question que j'aime bien poser à mes invités en début d'interview. C'est est-ce que dans ton alimentation, il y a un aliment qui est un peu en quelque sorte ton alicament, donc ton médicament naturel qui t'aide à prendre soin de toi, alors soit de ta digestion, soit de ta santé globale, physique, psychologique? Alors, c'est pas nécessairement enfin, il y a peut-être un aliment, mais c'est plus, un moment charnière, qui me permet de prendre soin de moi. C'est le matin, le fait de manger des protéines. Alors moi, je mange souvent Mmh. des œufs parce que je suis une fan d'œufs, que je le digère très bien et que j'adore ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert que le fait de manger des protéines le matin, alors moi, c'est plutôt salé, qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais un palais salé, change toute ma journée et toute ma Mmh. vraiment, toute ma dynamique. Si le matin, je vais, ne pas manger, si je mange des aliments qui sont sucrés, ma journée est foutue. Alors c'est vraiment moi avec moi-même, hein. Je veux pas dire Mmh. qu'il faut absolument suivre, la façon dont moi je mange, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi je vais utiliser un anglicisme, mais c'est un game changer et c'est ce qui me permet, vraiment de prendre soin de moi. Mmh. Oui, hyper important et c'est vrai que on est plus ou moins impacté par ce qu'on mange le matin. Comme tu le disais, tout le monde n'a pas forcément Mmh. une réaction, peut-être aussi forte que ce que tu ressens. Mais, le premier repas de la journée, c'est quand même, déterminant et c'est vrai que souvent, c'est marrant parce que je me rends compte que souvent dans je vais dire l'inconscient collectif, mais, on se dit: «Le petit déjeuner, c'est un peu comme une bulle, on va manger sucré, on se fait plaisir, puis ensuite on a des vrais repas dans la journée. Comme si le Mmh. petit déjeuner n'était pas un vrai repas, alors que c'est quand même le premier repas de la journée et ça a vraiment un impact sur, la suite de comment on se sent, quelles sont nos émotions, nos ressentis, nos pensées et cetera dans la journée. Complètement et moi ça me stabilise énormément. Mmh. Oui, je veux bien le croire. Aujourd'hui alors et tu vas un peu en parler, tu nous diras, aujourd'hui, il me semble que tu ne fais plus d'accompagnement individuel et tu te concentres sur, la Plus formation beaucoup, que tu oui. Mmh. proposes, plus beaucoup. Mais par le passé, donc toutes ces années où tu as accompagné des personnes, est-ce que, les personnes qui venaient te consulter, est-ce qu'elles, savaient, elles étaient conscientes qu'elles avaient un rapport, émotionnel à la nourriture? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qu'elles découvraient en travaillant avec toi? Alors, super question, ça dépend le pourquoi elle venait me voir. Alors, la façon dont moi je communique, dont je présente, mon accompagnement, ben, c'est avec la clé de l'alimentation émotionnelle. Donc bien souvent, les personnes qui viennent à moi, eh bien, elles sont conscientes, qu'il y a une souffrance vis-à-vis de l'alimentation et qu'elles ont absolument besoin de s'en sortir. Mmh. Voilà, qui est, juste, un rapport souffrant à l'alimentation ou des troubles, des conduites alimentaires diagnostiqués. Donc c'est pas une découverte. Néanmoins, j'ai pas mal de personnes
personnes aussi qui viennent à moi, par le bouche à oreille, parce qu'elles souffrent, de dépression, de troubles anxieux, voilà, on va dire d'autres manifestations et qui, lors du suivi, se rendent compte qu'elles ont une stratégie d'adaptation avec la nourriture qui s'apparente à l'alimentation émotionnelle et là, ça peut être une découverte qu'on peut éventuellement traiter. Mmh. OK. Oui, donc ta porte d'entrée, c'est quand même les personnes qui connaissent tout ça. Exactement et du OK. coup, il y a pas de découverte et il y a vraiment, la le besoin, et la volonté de se sortir de cette spirale avec l'alimentation parce que ça génère énormément de souffrance. Mmh. Oui. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est l'alimentation émotionnelle, parce que peut-être c'est pas clair pour tout le monde. Quand on parle de ça, souvent comme je disais en introduction, souvent on va penser tout de suite aux TCA qui sont vraiment diagnostiqués, anorexie, boulimie et cetera. Mais, finalement, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est selon toi l'alimentation Mmh. émotionnelle? Est-ce que ça peut prendre des formes un peu plus discrètes au quotidien? Ouais. Alors, il y a pas de définition, vraiment qui Mmh. existe au sens, scientifique ou même clinique du terme. Moi, souvent, je dis: «Bah, c'est notre rapport à l'alimentation qui est souffrant, il faut bien lui donner un nom». On donne souvent celui d'alimentation émotionnelle. Alors, du coup, je vais donner une définition qui m'est propre et bah, peut-être que je vais omettre aussi, certaines, briques dans cette définition. Pour moi, l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de répondre à une émotion en se nourrissant, en mangeant. Donc je ressens du stress, je ressens, de la joie, je ressens de la tristesse, je vais manger. Cette réponse, elle peut être tout à fait adaptée. On va dire qu'elle est fonctionnelle. Je sais pas, avant de tourner cet épisode, je me sens stressée, je vais manger des noix de cajou, ça me fait hyper plaisir, je me sens bien, je prends un petit café avec et ça m'aide, bah, à traverser cette émotion et à traverser mon quotidien. L'alimentation émotionnelle au sens commun peut-être du terme, au sens où on en entend parler aujourd'hui, c'est un rapport à l'alimentation, une façon de réguler ses émotions qui va générer de la souffrance. Et là, ça devient dysfonctionnel. Donc je vais manger, avant, cet épisode de podcast, des noix de cajou et là, en fait, je me rends compte que sur le moment, peut-être que ça m'apaise puisque ça va apporter un effet sédatif, ça va, anesthésier ce que je ressens Mmh. mais derrière, je vais avoir un retour de bâton. Ça va générer de la souffrance parce que je vais me dire que, j'aurais pas dû manger ça, parce que je suis nulle, donc il y a de la culpabilité, il y a de la honte, peut-être que je vais avoir des troubles digestifs, je vais pas me sentir bien, ça va entamer mon estime personnelle et là, on peut vraiment parler d'alimentation émotionnelle souffrante, puisque la régulation positive qui est attendue, bah, en fait, elle arrive pas et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et Mmh. derrière cette alimentation émotionnelle, je voudrais quand même dire que c'est une stratégie qui est assez, élaborée du corps, de se dire que je vais pas bien, mon système nerveux à ce moment-là, bah, il est pas capable, il est pas en capacité d'accueillir mon émotion et je vais trouver une stratégie de régulation. Même si cette stratégie de régulation qui est le fait de manger me génère de la souffrance, en réalité, c'est extrêmement aidant et encore une fois, c'est une réponse élaborée, du corps. Donc vouloir couper tout de suite cette stratégie de régulation en disant: «Je vais faire un tour de pâté de maison, je vais trouver une solution magique qui va me permettre de plus manger», n'est pas souhaitable pour le corps. Mmh. Et derrière cette alimentation émotionnelle, on peut parler aussi de tout un écosystème qui va être beaucoup plus vaste que le rapport à l'alimentation. Tout à l'heure, j'ai évoqué les pensées, les cognitions. Je suis nulle, j'aurais pas dû manger ça. Il y a tout un écosystème au niveau des pensées automatiques, qui vont, arriver, des pensées sur le monde, des croyances vis-à-vis, du corps, de ce qu'on devrait manger, de ce qu'on devrait pas manger. Il y a aussi toutes nos sensations alimentaires, tout le côté interoceptif, donc tout ce que je vais ressentir à l'intérieur du corps, la faim, la satiété, le rassasiement. Ça peut être aussi mes émotions. Est-ce que, c'est facile, ou pas pour moi d'identifier que j'ai des émotions et de voir que, bah, il y a une stratégie de régulation avec, l'alimentation? On peut parler des troubles neurodéveloppementaux, on pourrait évoquer, tous les traumatismes, tous nos chemins de vie, toute notre éducation alimentaire. Voilà, là, ma liste est non exhaustive, mais Mmh. finalement, il y a énormément, de parties prenantes, qui viennent influencer notre rapport à l'alimentation. Mmh. Oui, donc c'est pas juste une question de volonté, Pas du tout. heu, pas La du tout. volonté n'a rien à voir, là-dedans et par ailleurs les personnes qui souffrent de leur rapport à l'alimentation, en général, sont extrêmement volontaires. Mmh.
et on va en parler après. Mmh mh. Mais très important tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est hyper intéressant et la partie aussi sur le système nerveux, je fais le lien avec, ce que moi j'observe aussi, mais c'est très important de dire que quel que soit notre mécanisme de protection finalement, que notre système nerveux a choisi pour nous aider à faire face à une situation qui nous amenait de l'insécurité à un moment donné, c'est pour nous protéger. Donc c'est comme tu disais, il faut pas essayer de couper court en se disant: «Mais ça ne m'intéresse plus, ça me fait souffrir ou j'ai plus envie de ce comportement-là, donc je vais le rejeter en bloc», sans vraiment comprendre pourquoi il est là et sans, accompagner en douceur avec une transition, oui en douceur, progressive. Mmh. C'est ça, c'est un pompier en fait qui la nourriture à ce moment-là est un pompier qui vient éteindre, un feu, et en fait Mmh. si, on enlève le pompier, bah, en fait, le feu, va être ardent, il va brûler toute notre maison. Donc je comprends que le rapport à l'alimentation puisse, générer énormément de souffrance et je le conçois d'autant plus que je l'ai vécu de l'intérieur et que c'est une souffrance qui peut paraître, hem, incompréhensible pour des personnes qui l'ont pas vécu de l'intérieur, mais qui est Mmh. bien réelle et néanmoins, se couper de cette stratégie de régulation sans, en développer d'autres, en allant voir ce qui se passe, n'est pas souhaitable. Mmh. Oui. Donc c'est bien de le souligner. Mmh. Tu parlais aussi de, finalement, c'est pas il y a tout un écosystème autour qui peut influencer notre relation à l'alimentation. Tu parlais aussi de parfois le fait qu'on ait du mal à distinguer ce qui se passe vraiment dans notre corps, nos ressentis. Mmh. Hem et finalement, qu'est-ce qui pourrait, distinguer une faim, émotionnelle d'une faim physiologique? Parce que ça, c'est toujours Mmh. un peu une question, difficile. On a parfois du mal à faire la distinction entre les 2 et savoir: «Mais Mmh. est-ce que là, j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai cette faim qui me pousse à manger, mais qui n'est pas vraiment une faim, physiologique?» Est-ce qu'il y a des Mmh. signaux concrets qui pourraient nous aider? Alors, il y a des signaux concrets, mais avant d'y répondre, je vais préciser. Hem Quand on parle de faim, de rassasiement, de satiété, il faut être à même de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on parlait d'interoception, hein, c'est le fait de, vraiment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de son corps et peut-être même après d'être capable de le conscientiser et de le nommer. C'est le même principe que pour les émotions et il y a dans la population, mondiale 20 de personnes qui sont alexithymiques. Ça veut dire qu'elles ont un déficit interoceptif. C'est compliqué de Mmh. reconnaître les émotions. Elles vivent les émotions comme, tous les êtres, vivants, tous les êtres humains, mais néanmoins, c'est pas facile de, distinguer la partie de leur corps où elles ressentent ça et encore moins de mettre un nom sur cette émotion et de pouvoir le verbaliser. C'est très compliqué. Donc on pourrait enfin vraiment, lier ça aux sensations aussi de faim, de rassasiement et cetera et se dire que, bah, pour certaines personnes, il va y avoir besoin, de rebrancher le câble et d'apprendre tout ça. C'est vraiment un apprentissage qui peut se faire avec, plein de techniques, voilà qu'on peut voir, en thérapie. Mais, néanmoins, c'est pas forcément inné. Donc quand on parle de ressentir ses faims, déjà, il faut ressentir la faim et puis après les distinguer. C'est pas forcément évident pour tout le monde et il y a plein de types de faim. Du coup, tu évoquais, la faim émotionnelle, la faim physiologique. On pourrait parler aussi de la faim hédonique, de tu vois, ce super gâteau au chocolat que j'ai trop envie de manger, et qui me fait plaisir et en fait, chaque faim va honorer quelque chose de différent. Alors la faim physiologique, moi je trouve qu'on la ressent pas énormément, quand, voilà, on a la chance de pouvoir, manger, à sa faim, ce qui est le cas dans la majorité voilà, des personnes qui vivent en Occident, même s'il y a quand même, beaucoup de personnes en France Mmh. qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais on a finalement pas souvent le loisir d'avoir vraiment faim et cette faim physiologique, c'est pas forcément, le ventre qui gargouille parce que, enfin notre estomac qui gargouille parce qu'il est en train de se vidanger. C'est une faim, je sais pas si, il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, qui peuvent déjà l'avoir ressenti, mais on a fait, je sais pas, un énorme, effort physique, on a la dalle quoi, on a les crocs et là, en fait, la faim, elle n'est pas sélective. C'est pas de l'appétit. Mmh. C'est en fait, peu importe ce qu'on me présente devant moi,
Je vais manger parce que j'ai vraiment faim. C'est pas, j'ai faim et j'ai super envie de manger, je sais pas, ce plat de pâtes. Là, on est plus sur de l'appétit. On a peut-être une faim qui est là, mais pas une faim physiologique qui est ardente, hein, puisque, il y a quand même quelque chose de très sélectif et enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le définirais Mmh. et la faim émotionnelle, elle est un peu, parfois, elle est un peu perfide parce que, typiquement, le stress, on va le ressentir à peu près au même endroit que l'estomac. Donc on peut se demander: «Est-ce que je suis tiraillée?» On peut confondre la faim physiologique avec finalement, avec le stress. Mais une faim émotionnelle, elle arrive de façon, assez abrupte. C'est d'un seul coup, comme si, j'arrive plus à respirer, je suis en apnée et il faut que je mange et on peut confondre effectivement, ces 2 faims. Mmh. OK. Oui, c'est tout finalement tout un travail, de reconnexion au corps et comme tu le disais, alors, il y a des personnes aussi, je fais le lien avec cet état du système nerveux dans le f quand on est en figement, dans l'immobilité, finalement, on est assez coupé de notre corps donc si ça ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent se reconnaissent dans cet état-là, c'est quelque chose où on va sentir vraiment qu'on fonctionne qu'avec notre tête, Mmh. comme si on était une tête ambulante juste avec des pattes. Pour nous, notre corps nous servait uniquement à nous déplacer et là, on va être assez coupé de toutes nos sensations, corporelles et donc, effectivement, je pense que dans ces cas-là, c'est difficile de ressentir les états de faim, quelle faim c'est et cetera. Mais, comme on disait tout à l'heure, il faut pas non plus forcer parce que si on a été coupé de notre corps, parfois, c'est aussi pour nous protéger, parce que c'est un espace d'insécurité ou qui nous amène de la souffrance et cetera. Donc pareil, il y a toute une reconnexion progressive à faire, mais c'est hyper important de préciser ça, que finalement ça fait Mmh. partie de toutes les sensations, de notre C'est ça. corps. Mmh. Et on a le droit aussi d'honorer toutes les fins. On a le droit d'honorer notre faim émotionnelle, notre faim hédonique et pour peut-être répondre, davantage à ta question, on peut se poser la question, avant de manger, en fait, quelle est la faim qui se présente? Mmh. Est-ce que, c'est une faim émotionnelle? Est-ce que c'est une faim hédonique? Est-ce que c'est une faim physiologique? Et on a tout à fait le droit, bien évidemment, d'y répondre, mais se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'est-ce qui s'est passé les minutes, précédant cette faim, les heures, voilà, juste pour savoir, où on en est. Il y a des personnes qui, vont se dire: «Ah bah non, là, en fait, typiquement, oui, bon, OK, j'ai mangé il y a une demi-heure. Potentiellement, c'est pas possible que j'ai faim, c'est autre chose qui se présente». Alors, par ailleurs, ce que je viens de dire est à moduler parce que typiquement, les personnes qui souffrent d'obésité peuvent avoir une gréline et une leptine qui est complètement déréglée au niveau hormonal. Donc c'est l'hormone, de la satiété et l'hormone, qui va générer, justement cette sensation de faim et c'est des personnes qui peuvent vraiment avoir tout le temps faim alors qu'elles mangent, de façon, suffisante et de façon continue. Mmh. OK. Hem et est-ce que, on peut alors pour les personnes pareil qui écoutent et qui se demandent: «Est-ce que en fait ça me concerne ou pas? Est-ce que j'ai de temps en temps des comportements, ou plutôt des conduites alimentaires un Mmh. peu biaisées?» Est-ce qu'on peut manger émotionnellement sans s'en rendre compte? Ah Est-ce bah que complètement, ouais. oui? OK. Complètement et si on s'en rend pas compte et que derrière ça génère pas de souffrance. Bah, en fait, tout va bien. Moi, je vis avec quelqu'un qui me semble avoir de l'alimentation émotionnelle, qui j'espère n'écoutera pas ce podcast, hem et je le vois manger de façon émotionnelle. C'est un non-sujet. En fait, pour lui, ça l'aide, c'est fonctionnel, tout va bien. Mmh. Donc on peut tout à fait manger de façon émotionnelle sans s'en rendre compte. En général, on s'en rend compte quand il y a, une souffrance ou qu'il y a un dérèglement, physiologique. Je me sens pas bien, je suis ballonnée, je suis fatiguée, tu vois? Où il y a vraiment une Mmh. conséquence qui du coup va nous alerter. OK. Oui, donc là, tu parles, justement de symptômes ou de ressentis, retentissement physique de, cette conduite émotionnelle. Hem Dans finalement, moi, dans ma pratique, je vois plutôt l'inverse de ce que tu vois toi, c'est-à-dire toi, des personnes qui viennent à toi parce qu'elles ont, elles souffrent de leur relation à l'alimentation. Moi, c'est plutôt des personnes qui ont des troubles digestifs, mais finalement, l'alimentation émotionnelle n'est pas l'origine de leur parcours, ça va être plutôt une conséquence de leurs troubles digestifs, parce qu'elles ont eu tellement de symptômes, elles savent plus quoi manger, elles sont complètement perdues, elles ont dû retirer des aliments, en introduire, elles savent plus ce qui leur, génère, des troubles digestifs, des douleurs et cetera, qu'elles en viennent à avoir peur de manger. Mmh. Et est-ce que ça, c'est un mécanisme aussi que tu rencontres, dans les personnes que tu vois, cet effet inverse? C'est-à-dire j'ai Ouais. des problèmes
de santé et je ne sais plus quoi manger et donc je vais avoir une relation qui est biaisée. Qui est difficile avec la nourriture, ouais, et puis on Mmh. peut les comprendre ces personnes-là, hein, parce que quand on souffre, Oui. on mange quand même au moins, 3 fois par jour. Encore 3 fois par jour, je suis sympa, moi je mange pas 3 fois par jour, bien plus, mais du coup, on est confronté à la nourriture, à des choix, ça peut générer énormément, d'émotions, de Oui. stress, donc oui, moi je vois des personnes qui ont, ce rapport-là, qui ne savent plus quoi manger et qui ont peur de manger un mauvais aliment, mais pour d'autres raisons. Parce qu'il y a eu beaucoup de régimes restrictifs, parce qu'on entend beaucoup de dogmes, dans la nutrition et là, pour le coup, ça rejoint, probablement le profil des personnes, que tu reçois qui Mmh. ont, suivi, plein de régimes, qui ont entendu plein de choses, qui allaient les aider et en fait, elles ne savent plus quoi manger et se nourrir est devenu une source, de stress, très importante et génère, Mmh. des émotions désagréables. Oui. Et j'imagine, si j'extrapole, peut-être que ces personnes, au bout d'un moment, bah, elles sont affamées, elles en ont marre de se restreindre et de suivre tel ou tel régime et elles vont se jeter sur, de la nourriture qui, est peut-être pas très bonne, pour l'organisme ou alors elles pensent que c'est pas très bon pour Mmh. leur organisme et là, du coup, c'est peut-être le cerveau qui influence aussi un retentissement, physiologique et elles sont pas bien et après on retourne dans le droit chemin. Alors j'utilise exprès des termes très judéo-chrétiens, mais c'est un peu ça. Oui. On retourne dans le droit chemin, je retourne à une alimentation, peut-être, stricte, rigide, c'est intenable, qui n'est pas flexible et puis, je peut-être j'oscille, dans cette espèce d'ambivalence qui va créer une relation à l'alimentation qui est souffrante et puis après il y a plein de croyances Mmh. qui arrivent. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Finalement, il y a pas de bons et de mauvais aliments, hein. C'est la Oui. dose qui fait le poison, mais en tout cas, moi et c'est bien normal dans mon parcours, bah, je vais me dire, voilà, ça, c'est autorisé, ça, c'est interdit, ça, c'est bien, ça, c'est mal, et puis ça génère après beaucoup de culpabilité, de honte et on est exactement dans, les mêmes mécanismes que ceux que j'évoquais au début de notre discussion. Mmh. Oui, alors moi j'ai aussi, je pense des personnes qui sont très, très fortes mentalement parce que certaines ne craquent pas du tout, jamais. Mmh. Mais en même temps, c'est compréhensible puisque si derrière, ça veut dire beaucoup de troubles, digestifs avec des ballonnements, des gaz incessants et on a vraiment mal et cetera, on comprend qu'on n'ait pas envie de Bien sûr. manger, ces choses-là. Mais oui, c'est en tout cas, un comportement on comprend que ça puisse complètement biaiser la relation qu'on a Mmh. à l'alimentation et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais finalement, je suis complètement perdue et j'ai vraiment peur, de manger. Mmh. Et ça m'étonne pas du tout. Mmh. Mmh. Toi, dans ton expérience, quand on a peur de manger justement, quel va être notre rapport au plaisir alimentaire? Est-ce que ça va complètement ça biaise complètement ça, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réapprendre à manger avec plaisir? Bien sûr et c'est souhaitable. Comme je disais tout à l'heure, là, on mange, plus de 3 fois par jour. C'est une source de plaisir, manger qui est très importante. Là, si je fais un reflet avec ma propre expérience, si pendant une semaine, moi, j'ai pas trop le temps de cuisiner, on n'a pas trop voilà, on mange des aliments qui sont, du vite fait, quoi, je dis n'importe quoi, des pâtes et des épinards, ben, franchement, au bout de la semaine, à la fin de la semaine, je suis hyper tristouille. Oui. Donc c'est important bien évidemment de remettre du plaisir dans l'alimentation et tout ça, ça se réapprend. Quand on sait plus quoi manger, on est souvent perdu sur nos goûts. On sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on n'aime plus et en Mmh. fait, tout est externalisé au niveau cognitif, hein. Tu vois, tu le disais finalement, je sais ce qu'il faut que je mange, il faut que je mange ci, il faut pas que je mange ça, mais finalement le plaisir là-dedans et donc bien évidemment tout ça, ça se rééduque, ça se repense et on peut le relier aussi à ce qu'on se disait tout à l'heure sur tous les types de faim. En fait, qu'est-ce qui me fait Oui. plaisir? Qu'est-ce que je ressens quand je mange tel ou tel aliment? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai un appétit sélectif? Voilà, vers quels aliments j'aurais envie de me diriger? Et le plaisir ne veut pas nécessairement dire se diriger vers des aliments qui pourraient être ultra transformés, connotés comme mauvais pour la santé. En fait, pas forcément. On peut aussi prendre énormément de plaisir à manger des aliments qui sont santé, à se faire plaisir et en même temps à faire, voilà, une explosion des papilles gustatives et ces personnes qui ont un mental fort que tu évoquais tout à l'heure, qui vont pas aller manger tel ou tel aliment parce que derrière ça génère des désordres physiologiques qui sont hyper importants et bien, en fait, ça peut être aussi de l'ordre du plaisir de ne pas aller vers tel ou tel aliment et d'aller plutôt vers tel ou tel autre et du coup, on n'a pas nécessairement cette notion un peu de craquage, de Oui. rigidité, de «je dois pas». C'est pas «je dois pas», c'est «j'ai envie de».
Et tout ça, bien évidemment, ça se travaille. Et encore une fois aussi, c'est souhaitable. Si on peut, se mettre, un petit peu plus de plaisir dans nos quotidiens, bah, en fait, allons-y. Mmh. Oui et comme tu disais, on mange, plusieurs fois par jour, ça dépend, combien de fois Ouais, pour chacun, mais c'est tellement triste si, en fait, on mange sans plaisir. ouais. Et c'est central et peut-être que aussi dans ce parcours-là, alors ça dépend des personnes, hein, bien évidemment, les parcours sont très, individuels, mais ça peut valoir le coup d'aller, revisiter au niveau émotionnel ce qui a pu se passer dans le rapport à l'alimentation. Qu'est-ce qui est cristallisé comme peur? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pire des cas? Donc là, je suis en train d'évoquer des techniques qu'on utilise en thérapie cognitive et comportementale. Ça peut être aussi, d'aller voir si à un moment donné, il y a eu un moment, qui a été, traumatisant. Voilà, on parle souvent de les traumatismes, parfois on a peur d'en parler parce que on pense à des traumatismes avec des grands T, mais en fait, il peut y avoir des traumatismes, alors je sais pas si ma métaphore va parler, mais avec des petits T qui peuvent, entacher notre rapport à l'alimentation et ça aussi, ça peut valoir le coup, d'aller le visiter en suivi pour enlever toute l'empreinte émotionnelle et pour se repositionner dans le quotidien. Mmh. Oui, je pense pas, des exemples qui me viennent en tête, mais de personnes, que j'ai pu accompagner, qui ont traversé des choses assez difficiles. Par exemple, elles ont mangé, je ne sais pas, quelque chose et en fait, ensuite, elles doivent sortir de chez elles et là, elles sont prises d'un mal de ventre énorme, elles doivent courir aux toilettes, pas de toilettes, c'est hyper, donc là, on peut Mmh. imaginer tous les scénarios possibles, et ça peut être vraiment très, marquant comme événement. Bien Donc sûr, après, et c'est des personnes qui vont a analyser complètement tout ce qu'elles ont mangé avant, et qu'est-ce qui a pu me générer ça et je vais plus manger ça parce que j'en ai peur et cetera et ça crée, comme tu dis, un traumatisme avec, un petit T si on peut dire, en tout cas un Mmh. traumatisme. C'est ça et puis après c'est très anxiogène, c'est des personnes qui sont hyper focalisées sur Mmh. aussi leurs ressentis corporels. Donc il y a vraiment une hyper focalisation, des ressentis qui va majorer, les troubles. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et bien évidemment tout ça, ben, c'est à adresser en plus du Mmh. plaisir, quoi. Parce que si Oui. on fait que le plaisir, ben, là pour le coup, il va nous manquer un si on remet que du plaisir dans l'assiette, mais qu'on va pas traiter cette partie qui est très émotionnelle, il va nous manquer un maillon de la chaîne. Mmh. Oui, tout à fait et tu parlais aussi de donc dans le fait de remettre du plaisir, c'est vrai qu'on moi je suis, tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on peut se faire, plaisir en fait avec plein d'aliments différents, pas que des aliments, sucrés ou des aliments ultra transformés, les choses auxquelles on pense quand on se dit se faire plaisir, c'est peut-être, le burger, la pizza, le gâteau, le cookie et cetera, mais en fait, on peut se faire plaisir au quotidien avec tous nos plats et vraiment je dis pas Mmh. ça en parce que certains vont se dire: «Oui, alors elle exagère, elle se délecte d'une feuille de salade». Bon, c'est pas ça, on peut vraiment se faire plaisir avec des plats qui sont bons, avec des produits bruts, mais parfois on a besoin d'une phase aussi de transition. Encore une fois, on Mmh. fait pas les choses, du jour au lendemain comme ça brutalement. Je pense à ça parce que justement encore hier, en consultation, j'ai une personne qui mange quand même très sucré et qui a tendance à du coup, ça fausse un peu son palais et elle me disait que finalement, les périodes où elle mange très sucré, avec des produits très sucrés, derrière, elle ne sent plus le goût des aliments, des vrais aliments et quand elle réduit, elle se rend compte qu'elle de nouveau, ses papilles perçoivent les petites subtilités, les goûts des légumes, des fruits. Évidemment, c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins gras, beaucoup moins salé que les aliments ultra transformés et donc derrière, ça sature nos papilles et on n'arrive plus à sentir ces goûts-là, donc forcément on s'ennuie, c'est fade. Bien sûr et puis de toute façon les aliments ultra transformés sont conçus justement pour qu'on y aille et qu'on ait cette espèce d'explosion, au niveau de voilà, au niveau des sensations, des ressentis. C'est vraiment des aliments qui sont, hyper appétissants, qui Mmh. sont très caloriques. On va en remanger, en remanger, en remanger, sans s'arrêter et finalement la nourriture brute telle qu'on la connaît et qui est bonne pour les humains, bah, elle paraît super fade donc effectivement, il y a vraiment tout un travail de, reconnexion, de réappropriation de ses sensations, alimentaires, de son plaisir. Ça se fait pas du jour au lendemain comme tu l'as dit Mmh et mh. il y a un élément aussi qui est intéressant, peut-être, qui est à prendre en compte, c'est aussi se poser la question de, pourquoi est-ce que, on est tourné vers ces aliments, ultra transformés? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces aliments, sont, finalement, le graal et sont les aliments il y a que ça qui va, pouvoir nous faire plaisir et ben, en fait, tout ça, c'est aussi
pour, enrichir une industrie, agroalimentaire, que tous ces aliments, sont, bien évidemment étudiés et réétudiés avant d'être mis sur le marché, pour qu'ils soient hyper appétissants, pour qu'on ait du mal à s'arrêter quand on met la main dans le paquet de bonbons, dans le paquet de chips. Tout ça est finalement étudié et il y a peut-être aussi une part de nous qu'on peut, ériger, qu'on peut, convoquer, voilà, pour, vraiment pouvoir, s'indigner, et c'est aussi à mon sens un vecteur de changement qui peut nous permettre de nous rééduquer notre palais, quoi. Mmh. Oui, exactement, de comprendre finalement, ce qui se passe derrière. J'aime bien faire la comparaison finalement avec les réseaux sociaux, avec Netflix. On comprend que ces plateformes-là, elles ont été créées et étudiées pour qu'on reste sur la plateforme et plus on de Bien temps on va sûr. passer sur la plateforme, mieux c'est, évidemment. Mais on oublie parfois que les aliments ultra transformés, c'est la même chose et Exactement. elles ont Mmh. été vraiment ces aliments ont été créés déjà de toutes pièces et en plus, il y a tout un comité de testeurs qui va tester pour à chaque fois voir quel est je crois que ça s'appelle bliss point en anglais, c'est le Exactement, ouais. Mmh. point de je sais plus en français ce que c'est, Le point de félicité, je oui, crois, si ouais, je dis OK, pas de c'est bêtises. ça. Mmh. Point de félicité où en fait ça va exactement donner c'est le bon ratio entre le gras, le sucre, le sel, toutes les saveurs et on atteint ce point de d'explosion en bouche finalement Mmh. et c'est ça on cherche à recréer alors que dans la nature alors oui, on peut le trouver aussi dans plein d'autres aliments, hein, mais peut-être pas aussi fort. Non, pas aussi fort et c'est la décharge dans le cerveau, qui fait Ouais. aussi que, bah, en fait, on a envie d'y retourner et tout à l'heure, on parlait de volonté. Non, mais en fait, c'est impossible. Moi, si j'ouvre un paquet je citerai pas le nom des chips que j'adore, bah, je sais que si je mets le paquet dedans, c'est fini. C'est pas une question de volonté. Si je range pas le paquet et que je le mets pas ailleurs, je ne m'arrêterai pas et Mmh. c'est pas qu'une notion de plaisir, c'est aussi qu'il y a quelque chose, voilà, qui nous dépasse et être conscient de tout ça, bah, en fait, c'est très aidant pour faire ses choix alimentaires. Oui, ça aide énormément de comprendre qu'en fait, on s'est fait avoir par l'industrie Exactement. et qu'on a Mmh. mis la main dedans et voilà, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, on se fait Mmh. avoir et puis mais d'en avoir conscience, on culpabilise beaucoup moins du coup. Exactement Mmh. et voilà. Les personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ressentent comme une sorte d'addiction comportementale avec ce type, de nourriture ultra Mmh. transformée et en fait, c'est normal, hein, on peut pas s'arrêter du jour au lendemain et comme tu dis, ça se fait petit à petit en rajoutant, d'autres aliments et c'est tout à fait possible de rééduquer, son palais et ça prend du temps et c'est OK puisque ce Mmh. qu'on veut, c'est que, bah, ce soit durable et en général, les méthodes où, du jour au lendemain, je mange de façon très équilibrée, il y a plus d'aliments ultra transformés. C'est comme les régimes, amincissants, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et voilà, il faut trouver le bon équilibre. Tout à fait. Mmh. Tout à l'heure, on parlait, je te disais justement que je vois beaucoup de personnes qui ont quand même ce mental hyper fort et ce contrôle. Hem et encore, je pensais aussi à une cliente qui vraiment s'auto-flagellait parce qu'elle me disait: «Mais j'y arrive pas, je fais pas bien», alors que ça faisait, à peine quelques semaines qu'on avait, commencé à changer des choses dans son alimentation. Bon, là, en l'occurrence, notamment des protéines, elle ne mangeait, pratiquement pas de protéines et donc elle était fatiguée et cetera. Donc je l'incitais à remettre un peu plus de protéines dans son alimentation, mais elle voulait, déjà en quelques semaines être à l'objectif final et elle s'auto-flagellait de ça, de ne pas y arriver. Alors bon, voilà, mon rôle, c'est aussi de de déculpabiliser à ce moment-là, mais il y avait ce type d'autocritique qui était, très fort, cette dureté envers elle-même et finalement, est-ce que d'où ça peut venir, cette exigence qu'on peut avoir envers soi-même? Quel profil de personne peut avoir, ce comportement-là? J'imagine qu'il y a plein de choses, mais nous donner peut-être des pistes, Ouais, bah, alors tu as dit un mot qui est clé, l'exigence. Alors je vais te répondre à travers le prisme des thérapies cognitives et comportementales et de la structure de notre personnalité. Au fur et à mesure du temps, hein, notre personnalité, elle se commence à se construire in utero, petite enfance, adolescence, puis à l'âge adulte aussi, on a la chance de pouvoir continuer à façonner notre personnalité. On a des schémas cognitifs, qui vont s'installer. Donc des schémas cognitifs, c'est une façon d'interpréter la réalité. Toi et moi, on vit une même situation, tu vas avoir des lunettes bleues, je vais peut-être avoir des lunettes oranges. Mmh. Ces lunettes, elles sont héritées, ben, de justement de je vais faire une tautologie, mais de mon héritage, familial, culturel, ma façon de voir la réalité. La plupart de ces lunettes, elles sont fonctionnelles. Elles m'aident à vivre en société, à avoir les bons codes, à avoir les bonnes réactions. Et il y en a certaines, bah, qui sont pas super adaptées ou en tout cas,
qui à un moment donné ont été adaptées et puis qui Mmh. peuvent me desservir. Une de ces paires de lunettes s'appelle les idéaux exigeants. C'est finalement le toujours «il faut», «je dois», «il faut mieux faire», il faut» qui génère énormément de stress et ce sont des personnes qui se mettent, beaucoup de pression comme, tu l'as justement dit. Donc, ce que peut-être la typologie de personnes que tu reçois et que moi aussi je peux recevoir, Mmh. a avec l'alimentation émotionnelle, eh bien, c'est des personnes qui ont des idéaux exigeants qui sont très importants. C'est ce qu'on appelle aussi une distorsion cognitive. Donc c'est une croyance erronée, une perception erronée de la réalité. Tu vois, tu l'as dit, ben non, en fait, petit à petit, elle mangeait pas du tout de protéines, donc elle veut tout de suite être, à la ligne d'arrivée, alors qu'en fait, on est dans le premier er kilomètre, du semi-marathon, quoi. Oui. Donc en fait, prenons notre temps et tout ça, on peut, le rééduquer, pour retrouver plus de nuances et pour gommer, ce qu'on appelle enfin cette distorsion cognitive. Mmh. C'est finalement aussi des personnes qui, vont, vouloir faire, parfaitement les choses, qui peuvent avoir envie d'être, bien vues. C'est des personnes qui peuvent avoir une estime, d'elles-mêmes qui est, vraiment entachée et quand on parle d'alimentation émotionnelle, de troubles, des conduites alimentaires, en général, il y a une estime, personnelle qui est assez basse et puis qui est dégradée au fur et à mesure. Bah, ouais, j'ai l'impression, je voulais mettre des protéines, j'y arrive pas, ça vient entamer mon estime. Ah bah, oui, mais je voulais perdre du poids, je voulais être au régime et puis en fait, j'ai tenu que 2 semaines, bah, je me sens mal et tout ça, bah, va dégrader la vision qu'on a de nous-mêmes. Mmh. Donc voilà, là, je te Oui. fais une esquisse de réponse, hein, tu vois? On pourrait y passer Mmh. des heures sur les traits communs, mais en tout cas, les tu vois, le maître mot, à mon avis, c'est enfin, les maîtres mots, ce sont les idéaux exigeants et puis aussi une estime de soi, une confiance en soi qui peut être, assez amoindrie. Exactement et je pense que ça dépend aussi de chaque personne évidemment, hein. Comme on le disait, tout le vécu, le bain développemental qu'on a eu, les Mmh. traumatismes qu'on a rencontrés, tout ça, ça va façonner notre relation, à nous-mêmes, à l'alimentation et à tout notre environnement. Mmh. Je pense notamment à des messages, ça peut s'appeler des messages contraignants du passé, c'est-à-dire des choses qui, on va toujours avoir en tête de: «Je ne suis pas assez» ou bien, voilà, souvent c'est ce message-là, hein: «Je ne suis pas assez» ou «Sois parfait» et cetera et ça va nous pousser toujours à avoir comme tu disais, un peu un regard biaisé sur, la situation, sur, qui on est. Moi, ce message «je suis pas assez», je le connais bien et donc c'est vrai qu'il y a des situations où je peux me rendre compte que j'ai l'impression d'avoir, peut-être pas encore assez bien fait les choses, d'après mon standard à moi et puis, en fait, je me rends compte que dans les yeux des autres personnes qui m'entourent, c'est largement suffisant et donc aujourd'hui, je sais que j'ai ce message-là, donc je dois lutter, enfin lutter. L'apprivoise en tout cas, mais Mmh. j'ai ces lunettes qui font que je me dis: «Mmh, OK, là encore, je me suis fait avoir justement par ce message-là et j'ai un regard biaisé sur ce que j'ai fait». C'est pas vraiment la réalité. Mmh et c'est intéressant parce qu'en fait, on peut se rééduquer. Là, ton exemple, il est, extrêmement parlant. C'est cette pensée automatique qui te fait dire que c'est pas assez ce que tu as fait, tu pas assez. Bah, là, en fait, tu fais un pas de recul et tu te rends compte, que tu y as adhéré, que tu as fusionné avec elle sans vraiment t'en rendre compte et c'est Mmh. normal puisqu'elle fait partie du subconscient. Donc finalement, il faut avoir une pratique sur soi de pleine présence pour se rendre compte qu'elle est là. Et à force de la restructurer en te disant: «Bah, oui, mais en fait, pour les autres, c'est hyper suffisant. Peut-être ce que j'ai fait, bah, c'était génial. Alors on peut toujours, mieux faire pour qui, pourquoi, mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'était vraiment satisfaisant». Bah, plus on se dit ça, plus on a un regard rationnel sur ce qui Mmh. se passe dans notre présent, plus on restructure ses pensées et plus on se débarrasse de ces lunettes qui peuvent, générer des émotions désagréables. Mmh. Oui Qui peuvent et d'ailleurs encore une conduire à manger. oui, aussi et encore une fois, comprendre, toujours comprendre derrière et identifier ce mécanisme-là et puis ensuite, comme tu le dis, restructurer, petit à petit. Pour s'en Mmh. débarrasser, puisque c'est le but Oui, du jeu. oui, voilà. Est-ce que d'après toi, tu penses que on parlait de l'hyper-contrôle en quelque sorte et de ce cadre, cette exigence qu'on se met. Est-ce que tu penses que les régimes très restrictifs, alors que ce soit pour perdre du poids ou bien je pense à des régimes, notamment pour les troubles digestifs, des régimes sans D'exclusion. FODMAP, Mmh. voilà, d'exclusion et cetera. Est-ce que ça, tu penses que ça peut, en quelque sorte, nous biaiser un petit peu notre alimentation, notre rapport à l'alimentation et nous amener à quelque chose de qui va nous générer de la souffrance derrière et de la culpabilité quand on ne suit pas bien ces règles-là. Alors la réponse est
Oui, bien évidemment. Alors je vais pour les régimes d'exclusion, quand il y a des problèmes de santé, là pour le coup, tu vois, je m'y connais j'imagine que ça peut être le même, mécanisme, enfin, mais après ça Mmh. dépend du type de profil. En Oui. revanche, les régimes, amaigrissants, bah, en fait ça tient pas. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez jamais fait de régime amaigrissant, grand bien vous fasse, n'en faites jamais. Si vous en avez fait jusqu'à présent, je le comprends puisque quand on commence un régime, on le commence parce que on souffre, parce que, on se sent pas bien dans son corps et qu'on a besoin d'une réponse immédiate. La réalité, c'est que bon, on est beaucoup à tomber dans le panneau. Mmh. 98 des régimes échouent. La plupart du temps, on reprend du poids et on est, après aspiré par ce qu'on appelle, l'effet yo-yo. Donc on a perdu du poids, on reprend du poids, on perd, on reprend et bien souvent on reprend plus, qu'on a perdu. On abîme son métabolisme, on abîme la perception qu'on a de nous-mêmes et puis on abîme aussi notre perception qu'on a vis-à-vis de la nourriture. En fait, on entre en guerre vis-à-vis de la nourriture. Il y a ce qui est bien, ce qui est mauvais. Bien souvent, quand on se prive, ah bah, il y a de la frustration. Donc on se prive, on se prive, on se prive jusqu'au moment où ça explose, et on va manger un peu, tout et n'importe quoi et même pas forcément des aliments, qu'on aime bien, mais on mange parce qu'on a été privé, parce qu'on a Mmh. été frustré et ensuite on rentre dans une sorte de restriction cognitive, où on n'a plus conscience de ses envies, de ses faim, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. En fait, tout est mentalisé, tout est externalisé. Il y a ce que je dois manger, ce que j'aurais dû manger, ce que je devrais pas manger et il y a plus de plaisir, il y a énormément, de stress et vraiment on entre en guerre, on entre en lutte. Il y a plus que ça qui existe. Au lieu de vivre Mmh. notre vie, bah, en fait, on passe notre temps à vivre pour penser, à ce qu'on a mangé et puis ressentir la souffrance de ne pas y arriver parce que ces régimes-là, à mon sens, bah, en fait, ils sont, intenables. Alors, encore une fois, je modère mes propos puisque là, tu parles aussi de régime d'éviction pour des raisons de santé. Donc là, bon, on n'est pas exactement dans le même cas de figure. Mmh. Oui. Mmh, et il y a des moments où ça justifie et voilà, pour des raisons de Voilà, santé. bien sûr. Mais quand même, par expérience, c'est vrai que c'est des régimes, les régimes d'éviction sont des régimes, assez difficiles à tenir Mmh. et encore une fois, il y a des moments où au niveau de la santé, ça le justifie, mais je trouve que par expérience, on les recommande peut-être un peu trop facilement sans mesurer la contrainte que c'est vraiment. Et ce que C'est ça peut ça, ouais. générer comme, comme dégâts derrière, hein. Bien sûr et puis, du coup, dans le rapport à l'alimentation et puis aussi dans le rapport à soi, j'évoquais l'estime, personnelle, Mmh. mais ça peut être aussi l'isolement social, hein. Quand on suit un régime, restrictif, peu importe, pour, quelle raison, bah, il peut y avoir de l'isolement. Je sors plus avec mes amis, Mmh. je refuse, certaines invitations, finalement tout tourne autour de l'alimentation et l'alimentation devient, un point extrêmement, stressant et derrière lequel se cristallisent énormément de choses et ça Mmh. peut, aboutir à des troubles des conduites alimentaires. Alors, il y a aussi une expression que mes clients utilisent souvent, d'ailleurs plus mes clientes, mais pas que, et c'est le fameux «foutu pour foutu» qu'on entend souvent. C'est le moment où finalement, après avoir mangé quelque chose qu'on considère comme interdit, ou il fallait pas le manger, on a craqué peut-être. Là, ces personnes vont, finalement se dire: «Bon, bah, allez, foutu pour foutu, je vais aller jusqu'au bout et finalement, j'ai déjà sacrifié la journée, je vais me lâcher complètement et manger absolument n'importe quoi entre guillemets», dans le sens où je vais manger des choses qui ne me conviennent pas du tout, des ça va être complètement déséquilibré en tout cas et on ne va plus écouter notre faim physiologique ou ce petit, cette voix intérieure qui va nous dire: «OK, on va manger un petit cookie, mais on va manger aussi ça, des petits légumes» et cetera et on voilà, c'est complètement, déséquilibré. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, psychologiquement à ce moment-là et Ouais. physiologiquement même peut-être? Alors le foutu pour foutu, c'est une belle croyance permissive. Donc on peut imaginer, qu'à l'intérieur de nous, au fur et à mesure du temps, de notre, empreinte de mangeur, on a, plein de pensées, plein de personnages qui sont venus nous habiter. Peut-être pour, illustrer, on peut imaginer une scène de théâtre et sur cette scène de théâtre, ben, on a plein de personnages différents, qui viennent ramener leurs fraises, quand, on va manger quelque chose. Alors on les identifie pas forcément, c'est un peu les petites voix qu'on entend, dans notre tête. Donc imaginons, bon, je sais pas, j'ai mangé, un cookie, je reprends ton exemple et puis il y en a un qui me dit, «Foutu pour foutu, bah, vu où tu en es, en plus tu passes une journée, hyper difficile, bah, mange-en un deuxième».
Puis il y a l'autre qui va dire: «Mais non, tu as fait plein d'efforts, là ça t'a fait plaisir, tu as plus faim, arrête de manger». Il y a l'autre qui va te dire, «Mais non, mais peut-être que tu vas grossir». Il y en a un autre qui va dire: «Non, tu vas gonfler, ça va te Mmh. faire du mal». Donc on a plein de personnages différents qui vont se renvoyer la balle et puis on va avoir toujours la même conclusion. Là, potentiellement, bah, c'est peut-être bien souvent le personnage foutu pour foutu, les pensées permissives, tu as bien le droit, tu as passé une sale journée, vas-y mange un deuxième puis de toute façon, vu où tu en es, bah, autant finir la journée comme ça et c'est cette pensée-là qui va gagner. Donc là, on est vraiment sur un aspect qui est très cognitif. Comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure du temps, on va avoir des croyances vis-à-vis de l'alimentation qui vont arriver. Des croyances qui sont positives. Manger un cookie, ça fait du bien. Et en fait, il y a rien qui me fait autant de bien, que de manger un cookie. Mmh. Il peut y avoir des croyances négatives. De toute façon, tu trop grosse, de toute façon, quoi que tu fasses, tu y arriveras jamais. Ça peut être des croyances sur, enfin voilà, qui sont négatives vis-à-vis de l'alimentation. Il peut y avoir des croyances, permissives. Il peut y avoir aussi des super croyances qui chapeautent le tout. C'est, je sais pas, par exemple, pour réussir sa vie, il faut manger équilibré, il faut être mince, et en fait tout ça, ben, on peut imaginer un peu comme, tu sais les horloges là, on voit les roues qui tournent et en fait, tout ça permet d'avoir un rouage qui va toujours arriver à cette finalité, bah, foutu pour foutu, autant y aller. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va questionner ses pensées. On va prendre un petit peu de recul et on peut peut-être identifier la dernière fois où ça m'est arrivé. OK, ce cookie, c'était hier, donc cette journée-là qui s'est mal passée. Quel a été le point de bascule? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est ce qu'on appelle, une grille en thérapie cognitive et comportementale, on appelle ça une grille CK. En fait, on va faire une analyse, a posteriori. Donc pas de façon synchronique, mais de façon diachronique. Donc bien évidemment, il y a des éléments qu'on peut zapper, c'est pas grave, on s'en fiche. On va identifier à ce moment-là, OK, qu'est-ce qui se passe quand je mange mon cookie? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je me dis? Quels sont les comportements qui sont engendrés? Quels sont éventuellement les facteurs de maintien? Et en fait, en voyant tout cet écosystème, bah, en fait, ça va nous permettre d'agir. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une émotion? Est-ce que, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle que des cognitions, que des pensées, Mmh. mais est-ce qu'il y avait des émotions qui m'ont fait basculer? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Et puis mes croyances, bah, est-ce que c'est vrai, que, si j'ai mangé 2 cookies, bah, en fait, c'est foutu? Bah, non, en fait, c'est pas vrai et là, on va faire de la restructuration cognitive, on va rationaliser. Qu'est-ce que je dirais si c'était, ma meilleure amie, mon meilleur ami qui vivait, telle situation? Il mange 2 cookies et il me dit: «Foutu pour foutu». Qu'est-ce que je lui dis? Là, ça s'appelle une technique de décentrage parce que c'est pas Mmh. facile, souvent de trouver les réponses pour soi, c'est vachement plus simple de les trouver pour les autres et donc voilà, il y a plein de choses qui se passent au niveau psychologique, au niveau émotionnel et ça va être intéressant de faire un travail d'enquêteur et de se dire, bah, en fait, c'est un peu comme, mon ordinateur, voilà, il est mal encodé. Tu vois, on a à peu près le même âge donc on approche la quarantaine donc quand on allumait des ordinateurs et qu'on avait 10, 15 ans, on voyait tout le programme là qui était en train de s'allumer avec tout le code. Ben, Mmh. en fait, c'est juste on va réécrire le code parce que, voilà, il y a eu un problème, il y a eu un problème de compréhension et on va remettre en question, cette vision, de la réalité. Mmh. Oui, tout à l'heure, je parlais aussi de mon message, «C'est pas assez» et donc forcément ça biaise, ma vision de ce qui se passe, de mon Mmh environnement. mh. Hem, mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir, l'impression que 2 cookies, c'est la fin du monde et on a tout, envoyé, valser. Enfin, on s'est dit vraiment, «Ça y est, j'ai tous mes efforts ont été anéantis par ces 2 cookies». Alors qu'en soi, 2 cookies, c'est pas la fin du monde Voilà et ben, et ça en peut très bien faire rationalisant, partie, ouais, ça fait on peut se dire: «Bah, je suis un peu déçue» parce que, mmh, concrètement, j'aurais aimé en manger que un. Bon, j'en ai mangé 2, c'était plaisant. Je suis un peu déçue, je peux m'arrêter là mmh, pour, reprendre une alimentation qui me convient et ça, c'est une réponse qui va être rationnelle. Je mmh mh, reconnais le fait que je suis un petit peu déçue, bah, la réalité, c'est que non, tout n'est pas du tout foutu mmh, ouais, et là, je complètement. retrouve mon libre arbitre. Mmh. Et là, ça donne, beaucoup plus de même quand tu le dis, tu vois, intérieurement, je sens comme une, une stabilité, tu vois? Quand tu abordes les choses de cette manière-là, il y a comme une confiance et toutes les parts de nous, finalement, dont tu parlais tout à l'heure, cette scène de théâtre, qui vont, s'orchestrer et s'entendre.
Dialoguer. C'est ça. Ouais et on essaye Mmh. de faire la part belle aussi à une part bienveillante, et une part bienveillante veut pas dire une part, permissive. Tu vois? Souvent la bienveillance, c'est pas grave, tu as passé Oui. une mauvaise journée, tu peux quand même manger. Bien évidemment que si on a passé une mauvaise journée, on peut quand même manger si ça nous fait du bien, mais attention à ne pas tomber non plus dans une pensée trop permissive et en fait, il s'agit juste d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de nous, de Mmh. faire du ménage et de prendre des décisions, qui nous rendent heureux, sans pour autant tomber donc dans l'ultra-permissivité et sans non plus tomber dans l'ultra-rigidité. Donc Mmh. voilà, c'est un travail d'équilibriste, qui se fait pas du jour au lendemain. Oui, comme toujours, c'est l'équilibre parfois qui est Mmh. presque le plus difficile à trouver. Est-ce qu'il y a, un quelque chose dans l'éducation qu'on peut avoir reçu qui peut nous mener plus facilement vers ce comportement-là de foutu pour foutu? Ah bah, bien sûr, il y a toutes les alors sans vouloir, jeter la pierre à, nos parents, Mmh. à, nos les figures d'attachement qui nous ont élevés, bien évidemment, notre histoire de vie, notre histoire alimentaire fait que, ben, on va être plus à même ou non, de tomber là-dedans en fonction de, Mmh. bah, ce que nos parents ont vécu, de la façon dont ils ont mangé, de la façon dont ils ont traité leur corps et en plus de la façon dont nos parents dont on les a vus se nourrir, se traiter, avoir, instauré un rapport à l'alimentation, bah, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, toute la structure de la personnalité. Est-ce que chez moi, il y a des idéaux exigeants? Est-ce que chez moi comment ça se passe? Et bien évidemment que la structure de ma personnalité, telle qu'elle est faite aujourd'hui, va influencer mon rapport à l'alimentation. Et il y a Mmh. plein d'autres parts qui vont être partie prenante dans notre rapport à l'alimentation. Tout à l'heure, on l'évoquait, la société. On est dans une société patriarcale, dans laquelle, la femme, alors je vais parler plus des femmes, mais ça peut toucher bien évidemment aussi les hommes, doit être, mince, doit se soucier, de son poids. Aujourd'hui, en plus, il faut qu'elle soit, musclée. Tout ça, c'est des messages, qui ont, été, donnés que même si j'avais pas envie d'y être, perméable, ben, j'ai été, de toute façon perméable à ces messages-là. Ça a forcément influencé mon rapport à l'alimentation, il peut y avoir aussi beaucoup d'insatisfaction corporelle. Donc là, c'est, moi avec moi-même, je me suis comparée avec, des affiches, d'égérie qui ne correspondent pas forcément à la nature de mon corps, à la nature d'ailleurs du corps de la plupart des hommes et des femmes. Ça peut être des remarques, de l'entourage, dès la plus jeune enfance, hein, les enfants, les adolescents sont vraiment pas tendres avec les, «De toute façon, tu grosse, t'es moche, t'es gros, tu Mmh. ressembles qu'à une grosse vache». Bah, tout ça, en fait, ça va imprégner notre rapport au corps, notre rapport à l'alimentation. Donc, bien évidemment, notre rapport à l'alimentation est le fruit de tout notre passé et de toute notre construction. Mmh. Et je pense par exemple à, alors encore une fois, pas pour jeter la pierre aux parents, mais je pense à souvent ce qu'on dit, en tant que parent, on va, inciter les enfants, voire les obliger à finir leur assiette, même quand ils ont plus faim. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça peut, j'ai pas vraiment d'avis, je pense que ça peut inculquer, certaines, valeurs, mais en même temps, peut-être, biaiser un peu la relation que l'enfant a à son rapport à l'alimentation et ses sensations. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, alors j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que avant d'avoir des enfants, je t'aurais dit: «C'est une très mauvaise idée de, Mmh. dire, de toute façon tu auras pas, tu manges ton dessert que si tu as fini tes haricots verts». Je t'aurais dit que, bah, voilà, finalement c'est une contrainte. Si l'enfant n'aime pas, bah, en fait on va pas le forcer à manger, et que ça peut, effectivement, créer après une relation à l'alimentation qui va être difficile. Alors Mmh. et puis de façon, tu vois, si je fais un pas de recul, le fait d'absolument finir son assiette même si on n'a plus faim, est une très mauvaise idée en soi puisqu'on n'écoute plus ses sensations alimentaires. Mais en tant que, mère de 2 jeunes enfants, bah, en fait, si je ne leur dis pas: «Finis, je sais pas, ta super», alors je leur je les force pas à manger, je sais pas, je vais des haricots verts, des épinards s'ils aiment pas tout seuls, mais tu vois, un aliment qui est bon, qui contient des légumes, qui est sain et cetera, bah, en fait, oui, si tu finis ça, après, tu auras, je sais pas, tes pommes de terre, ton dessert ou et c'est vrai que je n'aurais pas voulu, agir de la sorte et pour autant, moi, je me rends compte qu'avec mes propres enfants, si parfois je vais pas sur ces stratégies-là, bah, en fait, ils se nourrissent, que de carottes, de pois chiches et de pâtes. Voilà, mes gamins ouais, mes enfants, ils mangent que ça et donc
Vraiment pour, de façon théorique, oui, ben, le mieux, c'est de pas forcer les enfants, d'éduquer leur palais, jamais les forcer à terminer leur assiette pour que, qu'ils puissent s'écouter et par ailleurs, on le voit, hein, il y a des enfants, enfin moi, j'ai des gros mangeurs à la maison, il y a des jours, ils mangent plus que moi et puis 2-3 jours après, pendant une journée, ils mangent quasiment pas, et en fait, ils savent s'écouter, ils savent s'écouter, il faut leur faire confiance et en même temps, bah, si on fait tout le temps ça, ils peuvent aussi manger de façon complètement déséquilibrée et Mmh. déstructurée et quand on sait aussi tout l'impact que ça a sur la santé, sur le microbiote, c'est compliqué. Donc ou tu vois, j'ai du mal à répondre à ta question parce Ouais. que, si j'avais pas eu d'enfant, j'y aurais répondu d'une certaine façon qui aurait été assez drastique, de voilà, de pas imposer, de pas forcer et en même temps, là, tu vois, en tant que public, concerné, ben, mes choix de vie, bon, ça c'est peut-être pas dingue, ce que je fais, mais en tout cas, sont un petit peu différents. Mmh. Oui, il y a pas de réponse toute faite et Non, après aussi, il faut que chaque parent, sente ce qui est bon pour, ses enfants. Tou Encore une fois, tous les enfants sont différents et il faut sentir tout ça, c'est mais c'est ça. vrai que il faut, jongler entre les 2, c'est pas évident. C'est ça, donc voilà, de goûter à tout, oui, de finir absolument son assiette, non, de veiller à un équilibre alimentaire. Après, il y a plein de stratégies, tu vois? Si on parle des enfants, de choses rigolotes à faire, en fait, les enfants, ils comprennent très bien et en Mmh. fait, d'amener aussi par le jeu, tu vois? D'amener, une façon de manger par le jeu, de manger par la main avec la main gauche, de manger avec, des fourchettes de grands, d'expliquer aussi, le microbiote. Tu vois? Moi, à la maison, on a des images de bactéries qui sont rigolotes, donc les enfants, ils savent qu'ils ont des bactéries à l'intérieur de leur ventre et qu'il faut leur donner à manger. Donc tu vois, on est un peu sur le truc des Tamagotchi. Est-ce que tu as donné assez à manger à tes voilà, à tes bactéries? Donc il y a des moyens un peu rigolos par lesquels on peut, bien faire manger ses enfants à travers le jeu, sans pour autant imposer quelque chose de: «Il faut finir son assiette, il faut pas gâcher». Bon, bah, en fait, le compost il nourrit la terre, on peut mettre dans un tupperware, enfin voilà, bref, il y a plein de solutions qu'on peut trouver Mmh. et de toute façon, même si on essaie de faire le mieux qu'on peut, bah, on fera pas, ce qu'on fera en tant que parent ne sera pas parfait et tant mieux. Exactement. Comme tu disais, le jeu, ça marche très bien et c'est vrai qu'ils comprennent très bien. Moi, je suis allée dans des écoles primaires, même maternelles, dans des écoles maternelles avec les enfants pour leur expliquer justement ça, le microbiote et la diversité alimentaire, que c'était important, commencer à les sensibiliser et même à, 3, ils étaient entre 3 et 5 ans, ils comprenaient très bien, hein, ce qui se Bien passait. sûr. Et le jeu fonctionne bien, donc d'ailleurs, je pourrais le mettre dans les notes de l'épisode. J'ai créé comme un petit défi, des 30 végétaux où on peut noter pendant une semaine, ce qu'on mange en termes de végétaux, donc tous les légumes, fruits, légumineuses, céréales, herbes aromatiques, noix et graines. Ça fait pas mal. Mmh. L'objectif, c'est d'arriver autour de 30, voire plus, hein, de dépasser, 30, différents par semaine. On y arrive vite en mettant toutes les petites graines, les noix, les herbes et cetera et ça amuse beaucoup les enfants et chaque jour, on note, les différents végétaux qu'on a mangés et on voit à combien on y arrive et tout ça, en fait, amène des fibres différentes qui vont nourrir notre microbiote et vont nourrir différentes, espèces de micro-organismes et ça marche très bien. Donc je pourrais les mettre dans les notes de l'épisode pour les parents qui veulent, peut-être, tester ça avec leurs enfants, voir si ça aide à diversifier. Ouais, il faut être inventif. Exactement. Alors si on passe peut-être maintenant à des petits outils qui pourraient, aider les personnes qui nous écoutent. Si certaines personnes se sont reconnues dans ce qu'on vient de décrire, dans le perfectionnisme, la culpabilité, la compensation aussi, quelle est la première chose que toi tu leur conseillerais de faire? Alors, j'imagine que c'est très compliqué parce Mmh. que c'est une prise en charge peut-être globale, mais Bien est-ce qu'il y a sûr. des petites choses par laquelle les personnes peuvent commencer? Alors déjà, se rendre compte de ce qui se passe, c'est beaucoup. Mmh. Donc moi, ce que je conseillerais, bon, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est de commencer à se renseigner. C'est de rien toucher dans son quotidien. C'est juste de commencer à se renseigner et de commencer à alors, peut-être en écoutant, tu vois, des podcasts, en lisant des livres, en voilà, de se rendre compte du mécanisme pour pouvoir ensuite faire un pas de recul sur ce qui se passe dans son quotidien, sans vouloir rien toucher. Tu vois, vraiment, je rejoins ce qu'on se disait tout à l'heure. Ce mécanisme vis-à-vis de l'alimentation émotionnelle, il est hyper chiadé, il est assez intelligent de la part du corps, c'est une stratégie de survie. Mmh Donc mh.
On n'y touche pas, on peut remercier son corps, même si ça nous génère énormément de souffrance et qu'on aimerait s'en sortir par un coup de baguette magique, encore une fois, c'est bien normal. Mais vraiment de prendre conscience de ce qui se passe, des mécanismes. OK, donc là, j'ai mangé mon truc, il s'est pas je suis rentrée du travail, j'ai ouvert la porte et puis là, j'ai en général, moi, ce que j'entends, c'est, tu vois, j'ai dégommé le frigo, j'ai ouvert les placards, j'ai mangé ci, ça, j'ai mangé toute la baguette de pain. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Comment est-ce que je me Mmh. sentais? Qu'est-ce que je me suis dit? Tu vois, de commencer un travail d'observation, et parfois, en fait, juste le fait de comprendre, ne permet pas de tout dénouer, hein. Moi, c'est vrai que je trouve que les thérapies, par la parole, c'est super, mais ça permet pas complètement, alors, je dis ça, mais il y a des personnes, que ça peut énormément aider et pour qui ça peut tout changer. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, bah, il va manger et voilà, il va manquer quand même, une mise en action qui permet de se défaire complètement, de tout ça. Mais en tout cas, ça peut amener beaucoup de soulagement et ça peut permettre de retrouver un petit peu de capacité à agir et de réorienter certaines de ces pratiques. Mmh. OK. Donc plutôt déjà observer, conscientiser, Pour prendre un comprendre. pas de recul. Ouais. Mmh. Exactement. Est-ce que on peut, en parallèle, ramener un petit peu plus de douceur dans son rapport à l'alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, sans changer les choses, mais tout en se renseignant, en ramenant un petit peu plus de douceur? Est-ce que tu as un petit conseil par rapport à ça? Alors moi, ce serait pas forcément de la douceur que Ouais. je remettrais parce que ça, je trouve c'est compliqué d'amener de la douceur, de l'autocompassion, de la bienveillance quand, ben, on s'auto-juge, on se Mmh. critique. En fait, c'est beau à dire sur le papier, j'ai envie de te dire: «Oui, Oui. allons-y», mais la réalité, c'est que en fait, quand on se déteste, qu'on se trouve Mmh. moche et que ce qu'on a fait, on juge que c'est nul et qu'on n'y arrivera jamais, c'est pas facile de mettre de la bienveillance et de l'autocompassion. Donc peut-être la première mesure que moi j'amènerais, elle rejoint ta pratique. C'est quelque chose de très pratico-pratique. C'est que, en ajoutant, des aliments dans son assiette, donc jamais en retirant, on peut calmer certaines faims qui sont des faims en réalité, biologiques, physiologiques. Tu vois, c'est la question que tu m'as posée au début de cette conversation. Qu'est-ce qui fait que toi, bah, il y a quelque chose qui change ton quotidien? Bah, typiquement, le fait de manger, salé et protéiné le matin, moi, ça change mon quotidien. Donc peut-être de regarder tout ce qui a trait à la psychonutrition, qui rejoint ton travail, mon travail, tu vois? Le fait de manger des protéines le matin. Alors si on aime quand même, je sais pas, boire un chocolat chaud et qu'il y a du sucre dedans, bah, on s'en fout, on le garde quand même. Mais en fait, comment est-ce que ça se passe quand, je mets plus de protéines le matin? Ben, OK, je rentre chez moi à 18:00, je dégomme le frigo. Qu'est-ce qui se passe si à 16:00 je mange un goûter sucré qui me fait du bien, un truc que j'adore et on n'est pas sur des pommes et des amandes, peut-être que j'ai envie de manger un gâteau au chocolat, donc allons-y, mangeons le gâteau au chocolat. Tu vois? Plus d'aller regarder ce qui Mmh. se passe dans l'assiette et d'aller remettre, du bon sens dans l'assiette et de manger suffisamment et de voir quel impact ça a sur nos émotions et sur notre rapport à l'alimentation. Mmh. Oui. Donc c'est un conseil, mais qui est en fait assez vague, donc je ne sais pas si je donne assez de billes, mais vraiment, peut-être, le volet au niveau alimentaire qui calme bien les pulsions alimentaires, c'est le matin de manger suffisamment et de manger suffisamment de protéines et si on a un bec sucré, ben, on garde quand même notre bec sucré. Je sais pas, on peut manger, des petits suisses avec, des oléagineux et puis, voilà, si à côté on a envie de manger nos céréales, ben, on mange quand même nos céréales. On a déjà un apport de protéines qui est un petit peu plus important que ça ne l'était et mettre un goûter sucré dans l'après-midi si on a envie d'en manger et manger suffisamment. Souvent on s'affame, les compulsions de fin de journée, puisque là c'est un peu ce que j'évoquais, fin de journée, bah, c'est quand même le carcan le plus Mmh. courant et ben, en fait, c'est juste qu'on n'a pas assez mangé, durant la journée. On s'est affamé parce qu'on voulait compenser, la pulsion de la veille, mais en réalité on s'affame et on construit la pulsion de la fin de journée. Donc manger suffisamment et remettre du plaisir dans son assiette Mmh. et Oui, ça va être hyper important. productif. Mmh, Oui, et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que les pulsions ou les fins de fin de journée, c'est souvent parce que aussi le système nerveux a du mal à se calmer, ou on a eu beaucoup de choses au travail et ça a été très, émotionnellement engageant, et en fait au travail, bah, parfois on peut pas lâcher, donc on bien sûr. on intériorise, puis ensuite on lâche, à la maison, et c'est une façon de lâcher aussi, de manger des choses sucrées qui nous calment, donc il y a ce côté-là. Et c'est vrai que tu disais parfois certaines personnes s'affament un peu dans la journée pour compenser, ou parce qu'elles veulent perdre du poids, et donc elles se disent que c'est le meilleur moyen de le faire. Mais, ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, si on mange pas assez,
au début de la journée. Mais parfois, c'est des personnes qui pensent que c'est ça, bien manger. Par exemple, manger une Mmh. énorme salade, mais c'est tout. Elles ne mangent pas le matin et elles mangent une grosse salade à midi. Mais du coup, il y a pas assez de calories, il y a pas assez de nutriments vraiment et c'est pour ça que le corps va ensuite dire: «Non, mais là, j'ai pas mangé de la journée Bien pratiquement, sûr. Mmh. j'ai besoin de quelque chose». Donc finalement, de conscientiser ça aussi et de se dire que, ben, ramener de plein de bons nutriments et se nourrir vraiment, profondément, ça va aider à diminuer, ensuite les pulsions, les envies de C'est sucre. ça. Ça va pas Mmh. tout calmer si, comme Non. tu dis, le système nerveux est suractivé et cetera. Mais ça peut, voilà, ça peut diminuer, Mmh. ce type de comportement, de compensation. D'ailleurs, là, je parlais de fin de journée, mais qui peuvent arriver, dès la matinée, qui peuvent arriver en début d'après-midi et c'est extrêmement aidant et c'est par ailleurs ce qu'on recommande aux personnes qui souffrent, de boulimie, d'hyperphagie, c'est de manger suffisamment et à heure fixe. Mmh. Et aussi peut-être le dessert n'est pas interdit. Donc parfois je Ah vois bah des non. personnes qui s'interdisent de manger un dessert et qui du coup après attendent le goûter avec impatience pour se jeter sur des choses sucrées. Finalement, comme tu disais, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de protéines. Le matin, ça peut être un petit déjeuner, alors au goût sucré ou salé, mais avec des protéines, avec quand même une touche de sucré si on a envie et puis, finalement faire comme les autres repas, c'est-à-dire un repas assez consistant, nourrissant et puis un petit dessert sucré qui nous fait plaisir. Et ça évite de à mon sens, mais encore une fois, il y a plein de profils différents. Je vois des personnes qui ont souvent des pulsions un peu modérées, on va dire et donc ça aide quand même de manger se faire plaisir régulièrement. Si on a envie de Ouais. sucre, bah, d'en mettre des petites touches dans la journée plutôt que d'avoir un moment dédié à ça. Et plus on se frustre, plus on a Mmh. un aliment interdit, plus on a envie d'y aller. Moi, si je me dis: «Non, non, faut pas du tout que tu manges, ces chips», bon, je suis à fond sur les chips en ce moment, donc c'est l'exemple qui vient. Mais, et ben, en fait, je vais en rêver puisque Mmh. l'être humain adore transgresser l'interdit. Donc plus je m'interdis un truc, plus je le désire, plus je le mets sur un piédestal et plus je vais en manger. Donc Mmh. en réalité, bah, c'est plus bénéfique pour nous de manger ce dont on a envie à une dose qui nous fait plaisir au moment où on en a envie, plutôt que de repousser l'envie, attendre. En fait, ça fait un effet boule de neige et on va se taper, tout le paquet de gâteaux, alors qu'en fait, à la base, on avait envie d'en manger 2. Mmh. Oui et petit à petit, on va en réadaptant aussi, en rééquilibrant le reste de l'alimentation, bah, on va dire que ce ratio de je mange plein de choses uniquement dont j'ai envie, hyper sucrées peut-être ou hyper salées, les chips hyper grasses et cetera, et mon alimentation n'est pas assez, copieuse et j'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Finalement, au bout d'un moment, ça va un petit peu s'équilibrer. Exactement. En fait, on rajoute c'est un peu le conseil, tu vois? C'est de rajouter et on n'enlève jamais. En fait, le fait de rajouter, Mmh. va de toute façon faire qu'il y a des aliments qu'on va moins manger, arrêter de manger, mais en fait, Mmh. tout en douceur. On n'est pas dans la frustration et la privation. Oui, exactement, très bon conseil, merci pour Mmh. ça. Peut-être si tu avais, comme mot de la fin, si tu avais un message à passer aux personnes qui nous écoutent et qui se sont, reconnues dans ce qu'on a dit, mais peut-être aussi qui se disent: «Non mais moi c'est pas vraiment de l'alimentation émotionnelle, c'est juste mon caractère peut-être». Qu'est-ce que tu leur, dirais? J'imagine qu'il y a aussi une notion de: «Est-ce que je culpabilise derrière? Est-ce que ça me fait souffrir ou pas?» mais C'est ça, j'allais dire le mmh, baromètre, c'est la souffrance et si vous sentez qu'il y a de la souffrance, ben, en fait, il faut s'en occuper. S'il y a pas de souffrance et ben, c'est dans mon caractère, je suis comme ça et ça me va très bien et je fonctionne très bien comme ça, bah, go en fait, ne changeons pas le fonctionnement. Si ça va et s'il y a pas d'effets délétères, que ce soit physiologique ou psychologique ou émotionnel et si ça me génère de la souffrance, bah, c'est à prendre en considération et cette mmh, souffrance, elle va être différente pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont souffrir parce qu'elles vont avoir mangé 2 cookies. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir la même dose de souffrance après avoir mangé 2 paquets de gâteaux. Donc les baromètres sont différents en fonction des personnes et c'est important de bien s'écouter et de considérer, ce qu'on vit et bien souvent, on a du mal à s'adresser à un professionnel, à s'occuper de ce qu'on vit parce qu'on a honte, en fait. On n'a pas envie de dire que, on souffre énormément parce que, on a pris 2 kilogrammes, parce que, on mange un cookie de trop ou bien on a honte parce que, on c'est difficile de raconter qu'on mange, 2 paquets de gâteaux sans s'arrêter. C'est bien normal qu'on puisse ressentir ça et c'est important de pouvoir, s'en occuper et si possible de s'adresser à un professionnel de santé
qui est formé à ces sujets-là parce qu'on s'en sort. Et si c'est pas possible parce que, c'est pas le bon moment, c'est pas, possible financièrement parce que, bah, aussi prendre soin de soi, on va pas se mentir, hein, ça a un coût. Et ben, il y a plein de ressources aussi gratuites, qui peuvent, exister pour commencer, à cheminer, faire un travail, autodidacte. Mmh. Donc tu me fais une passerelle parfaite pour parler de justement les contenus gratuits que toi tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur où les personnes peuvent, te retrouver, voilà, apprendre, peut-être profiter justement de tous ces contenus, gratuits et hyper intéressants que tu partages? Alors, bah, le plus simple, c'est mon podcast, qu'on a évoqué en début de discussion qui s'appelle «En cas de tracas». Donc, petit jeu de mots que personne ne comprend, mais moi que je trouve très rigolo. Voilà, il y a une trentaine d'épisodes là à ce jour qui sont, disponibles, donc, il y a de quoi faire. J'ai aussi écrit un livre qui a été publié en 2021 aux éditions First qui s'appelle «Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle», qui est à tout petit prix, dans lequel il y a beaucoup d'infos qui sont, toujours valables, et sur lesquelles, voilà, on peut tout à fait, s'appuyer. Après, je publie un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Bon, je suis pas bien fan d'Instagram, c'est simple, c'est, mon prénom, et mon nom, Julie Rojon, et voilà. Là, vous aurez, déjà de quoi, voilà, de quoi réfléchir, et je suis pas la seule, à parler de ce sujet-là. Donc il y a aussi, plein d'informations. L'alimentation émotionnelle, elle commence à être mise sur le devant de la scène. Donc vous allez aussi trouver plein d'autres contenus gratuits qui vont vous permettre de réfléchir. Néanmoins, attention à ce que vous écoutez. À partir du moment où, les personnes n'ont pas de nuances et vous disent exactement, le pourquoi du comment ça fonctionne et que faire, fuyez. La nuance. Voilà, Dans l'alimentation, la nutrition, c'est toujours un sujet. hyper important. Merci et puis, évidemment pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu proposes, donc que j'ai suivie, je rappelle et qui est vraiment de qualité? Ça m'a permis dans mon travail de vraiment conscientiser tout ça, personnellement, j'ai pas traversé, l'alimentation émotionnelle. Alors, comme tout le monde à des degrés différents évidemment. Si je suis stressée, oui, je vais voir que je vais plus facilement manger 2 carreaux de chocolat, mais c'était pas quelque chose qui est vraiment, m'a fait souffrir, donc j'ai pas ressenti ça de l'intérieur, mais pour moi, c'était vraiment important de me former à ça parce que je Mmh. voyais bien que pas mal de personnes que j'accompagnais avaient cette relation, émotionnelle à l'alimentation. Donc moi, ça m'a vraiment servi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Mmh. Et merci beaucoup pour cette super belle publicité et puis de m'avoir fait confiance parce que tu as fait partie de la première promo qui était justement en 2021. Et bah, cette formation, elle continue. Là, on est à la 7e session qui va commencer le 28 mai. Alors, je sais pas, quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Après, si vous écoutez ce podcast beaucoup plus tard, j'ai des sessions à peu près tous les, 6-9 mois, ça dépend de la temporalité. Et c'est une formation qui s'adresse aux praticiens de santé. Donc, j'ai beaucoup de naturopathes, diététiciens, de coach, mais j'ai aussi des kinés, des ostéos, enfin voilà, c'est assez pluridisciplinaire, des psychologues aussi. Et puis, ça peut s'adresser aussi à des personnes qui auraient envie de se reconvertir ou de se former sur le sujet. Il n'y a pas de prérequis pour rejoindre, la formation, sachant que c'est aussi une formation, qui est estampillée Qualiopi puisque mon organisme de formation, est certifié Qualiopi. OK, super. Bah, je mettrai toutes les informations dans les Je te notes de l'épisode de remercie. toute façon. Je te Voilà. remercie, et c'est vraiment en tout cas une aventure, humaine qui est extrêmement, aussi, enrichissante à chaque fois. Mmh. Et puis, voilà, même quand on n'a pas traversé ça, finalement, on comprend aussi des choses sur soi, sur Mmh. son fonctionnement, ça quand même sa relation à l'alimentation, donc c'est Mmh. intéressant. Merci pour ça. Merci Julie de nous avoir C'est moi partagé qui tout te ça remercie, Cécile. Mmh. et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.